Génération Justice, le podcast. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice. Nous recevons aujourd'hui Safia Akori, avocate pénaliste au barreau de Paris. Safia, tu es une avocate que l'on sent très engagée des victimes rwandaises à l'accompagnement des migrants. On te sent très habitée par ton métier, très passionnée. Est-ce que tu dirais que c'est une vocation ? Bonjour Fanny, déjà merci beaucoup de ton invitation. Est-ce que mon métier est une vocation? Je pense que l'aide, la mission, la défense, c'est une vocation. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis le plus jeune âge. En revanche, le métier d'avocat, pas forcément. J'y suis en réalité, arrivée un peu par hasard finalement. Comment tu as ressenti que l'aide, la défense était en toi, notamment durant ton enfance ? Bah, vraiment depuis toujours, vraiment l'adolescence, j'ai toujours été, extrêmement, habitée par les causes, notamment de violation des droits de l'homme, j'ai vraiment, très, très jeune, je manifestais, je m'intéressais à ces sujets-là et à ces questions-là. Est-ce qu'il y a un événement fondateur, un souvenir que tu as qui représente un peu ce rapport aux droits de l'homme ? Heu, Pas vraiment, mais moi je viens d'une famille, marocaine, donc je suis, franco-marocaine, et il faut savoir qu'au Maroc, les droits de l'homme, c'est pas non plus, l'apanage et ça ne l'a en réalité, jamais été et dans la famille de mon papa, il y avait beaucoup d'opposants politiques, et donc j'ai un peu baigné dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'assez tôt, j'ai compris que, dire ce qu'on pense, avoir une opinion, ça pouvait malheureusement, être créateur de dangers et de risques, pour une personne. Et est-ce que tu trouves, que dans notre société aujourd'hui, il est facile, y compris en tant qu'avocat, de dire ce que l'on pense, de s'opposer, de défendre, de se battre? Ah non, je suis convaincue que, et là je parle même en France, que, aujourd'hui en 2020, il n'est pas facile de dire ce qu'on pense. Je pense qu'on est plus dans une société où la parole est si libre que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de jugements, heu et de bien-pensance et le fait ensuite, ça c'est encore un autre sujet, de défendre, les personnes qui ne sont pas forcément, les les mieux intégrées dans la société, c'est pas facile non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même un regard, très dur qui est porté par une partie de la société sur les défenseurs. Est-ce que tu aurais des exemples à nous raconter de ton vécu à toi? Bah, c'est pour le coup, par exemple, très, très récemment, là je suis actuellement, une des avocates en défense dans le dossier, Charlie Hebdo, et Hyper Cacher et bien sûr une grande partie des gens, sont, très encourageants en disant: «Bah, bon courage, ça va être 2 mois et demi, intenses, et fatigants et importants». Mais il y a quand même une grande partie aussi de personnes que souvent c'est sur les réseaux sociaux d'ailleurs, qui, sont assez indignés que quelqu'un puisse défendre, heu, quelqu'un qui est accusé de terrorisme. Est-ce que tu pourrais justement, peut-être expliquer, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui n'arrivent pas à comprendre que toute personne a le droit d'être défendue, pourquoi c'est important, justement, que même une personne qui aurait commis des actes, terroristes soit, défendue au même titre que toute personne? Alors, la raison pour laquelle la défense est fondamentale pour qui que ce soit et pour toute personne, pour moi, elle est double.
D'une part, parce que si on veut être, une société qui est, capable de se regarder, dans les yeux et d'être fière d'elle, c'est que quand on condamne quelqu'un, il faut être sûr et certain qu'on la condamne pour quelque chose qu'elle a commis et qu'elle a réellement commis. Et pour ça, on ne peut pas laisser quelqu'un se défendre tout seul. Il faut laisser la personne et c'est fondamental, être défendue, être accompagnée pour pouvoir démontrer si oui ou non, effectivement, elle a commis les actes qu'on lui impute. Et puis ensuite, la deuxième raison, qui pour moi est beaucoup plus, symbolique et importante, c'est que même si cette personne a effectivement commis, les faits qu'on lui reproche, là je parle de terrorisme en général, mais c'est quelque chose que j'ai compris, dès mes plus jeunes années, quand je travaillais dans les dossiers sur les dossiers de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Si on veut être fier de la justice qu'on va rendre, il faut pouvoir, se dire: «Vous savez, on vous a condamné, mais on vous a condamné dans les règles de l'art, et vous avez été défendu et vous avez été accompagné et on n'a pas prononcé une condamnation, contre quelqu'un qu'on a laissé, seul et sans accompagnement». Tu parles de valeurs, tu parles d'humanité en quelque sorte et aujourd'hui, beaucoup, parlent d'une déshumanisation de la justice. Mmh, J'en parle aussi de cette manière-là. C'est un peu comme si on n'était plus en train de juger des êtres humains, mmh, d'égal à égal, mais qu'il y avait une espèce de voilà, tu le disais toi-même, de jugement sur les réseaux mmh, sociaux. On peut parler de lynchage. Les ouais, médias, il y a aussi une forme de lynchage. On est finalement dans une société, qui utilise et qui instrumentalise un certain sens de la justice, parfois pour détruire et il y a du coup, je trouve, une forme de déshumanisation. Est-ce que toi, ce terme déshumanisation, tu le constates aussi et qu'est-ce que tu en penses? alors je le constate totalement, le ta la déshumanisation, du processus judiciaire. Dans les termes que tu évoques effectivement, c'est-à-dire, une espèce de tendance générale, de la société, des médias, à finalement, avoir un avis, automatique sans chercher à savoir qui est la personne derrière, celle, dont on est en train de sur laquelle on est en train de porter le jugement. Mais je la constate aussi, et ça c'est beaucoup plus inquiétant, dans les prétoires, c'est-à-dire et dans le processus judiciaire lui-même. C'est-à-dire que, encore une fois, on est maintenant dans une j'ai l'impression de plus en plus dans un espèce de décorum de la justice. Il faut à tout prix condamner sur certaines thématiques. Typiquement, un exemple, en ce moment, la question des violences faites aux femmes et du sexisme est devenue un vrai sujet de société. Et on en est arrivé à avoir, évidemment, sur les réseaux sociaux et dans les médias, des vraiment un espèce de mainstream et d'idées, générales qu'il ne faut surtout pas, contredire. Mais en réalité, dans les prétoires, c'est un petit peu la même chose et on se retrouve aujourd'hui avec des procureurs qui ne regardent plus la personne qu'ils ont en face, mais qui, prononcent des réquisitions hyper généralistes en disant, voilà, vous savez qu'aujourd'hui, les violences faites aux femmes, c'est vraiment un sujet de société, c'est une priorité de la politique pénale et donc on veut une peine exemplaire. Et en fait, on se retrouve souvent avec, encore une fois, des magistrats qui ne regardent plus à la personne qu'ils ont en face, mais à l'espèce de thématique, qu'ils sont en train de traiter. Et pour moi, ça, c'est vraiment de la déshumanisation. Oui, je suis contente que tu abordes ce point parce qu'effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce en voulant aider les femmes, on est en Mmh, train de détruire, d'une certaine manière, les hommes ouais, et je trouve que le fait même cette question des agressions, sexuelles et la manière dont les médias même aussi traitent ces affaires, mmh, on a complètement retiré de une la présomption d'innocence, mmh, de 2 qu'il y a des situations qui sont bien plus complexes et de 3 comme pour tout, eh bien, c'est instrumentalisé et donc vous aviez signé, mmh. une tribune avec, d'autres confrères où vous disiez cette phrase que j'ai trouvée intéressante. Vous disiez: «Aucune accusation n'est jamais la preuve de rien, il suffirait sinon d'asséner sa seule vérité pour prouver et condamner». Ouais. Est-ce que tu peux, m'en dire plus sur cette phrase et qu'est-ce que tu en penses? Alors cette phrase, je pense qu'elle parle bien d'elle, enfin, elle est assez explicite, et elle est révélatrice pour moi effectivement, elle révèle quelque chose qui se passe en ce moment dans la société. Beaucoup, sont très choqués par, cette analyse qui est la mienne et qui est partagée par d'autres consoeurs. Mais encore une fois, beaucoup sont choqués par ça et vraiment on a été énormément critiqués sur cette tribune.
et sur cette analyse. Cette phrase, ce qu'elle veut dire, c'est que, hem, on est, j'ai l'impression, pas systématiquement, mais de plus en plus, on est arrivé à un moment où, le besoin de défendre les femmes, qui est fondamental, qui est extrêmement important, le besoin de libérer la parole des femmes, heu, est en train de se pervertir en une espèce de parole, d'évangile de toute femme qui porterait une accusation à l'encontre d'un homme sur la thématique des, violences sexuelles, de l'agression sexuelle ou des violences tout court. On va me dire, et on me l'a dit, hein, de manière très véhémente: «Mais tu te rends compte, la femme a été interdite de parler pendant extrêmement longtemps et aujourd'hui quand elle parle, tu es en train de dire qu'en réalité, sa parole ne vaut pas». C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas arriver dans l'excès inverse, qui est une espèce de dictature, de l'accusation à l'encontre des hommes, de dictature de l'accusation portée par la femme. Et j'ai des dossiers et c'est d'une tristesse infinie. J'ai des dossiers effectivement où il y a de fausses accusations qui sont portées par les femmes. Alors on va me dire: «Mais Safia, c'est une infime minorité, et puis tant pis pour eux. Tant pis si, dans le processus, il y a des hommes qui doivent pâtir d'une fausse accusation» et ça, c'est vraiment la phrase qui, moi, me glace le sang. Tant pis si dans le processus de libération de la parole des femmes, certains hommes doivent pâtir de fausses accusations. C'est incroyable d'injustice que d'avoir ce raisonnement-là. Moi, je ne le partage absolument pas. Et puis c'est un déni de la réalité parce que moi qui suis psychologue et qui, travaille, maintenant depuis un certain nombre, d'années, alors, on a toujours beaucoup accompagné dans notre métier les victimes de viol, mais Oui, depuis, quelques années, je reçois beaucoup d'hommes, en fait, victimes de fausses accusations. Alors mmh, ça peut être dans le cadre d'un divorce, ça peut être, dans le cadre, comme je travaille dans la City, je touche aussi à certains types de métiers, donc ça peut ouais, être des fausses accusations de viol harcèlement. avec voilà, d'harcèlement avec des buts monétaires, mais il y a des Mmh, hommes qui sont vraiment détruits par ces fausses accusations. bien sûr. C'est pas que des hommes, c'est des pères, c'est des frères, c'est des fils, c'est Et des du coup, c'est personnes des familles et du voilà, coup, c'est des familles parfois. exactement et Mmh, j'entendais souvent dans ma clientèle cette espèce de détresse, de l'homme qui a eu affaire à la justice et qui n'arrive pas mmh, à s'en remettre. Donc en mmh, fait, ça existe et je ne pourrais même plus dire aujourd'hui que c'est une minorité parce que j'ai l'impression qu'avec tout ce qui a été créé ces derniers temps et qui était extrêmement utile effectivement, pour les femmes et ben, on a déséquilibré, la question de la justice mmh, égalitaire pour tout être humain. Puis moi-même mmh, qui me suis beaucoup intéressée à un dossier, l'affaire Tariq Ramadan où il y a eu beaucoup de ouais. lynchage. Depuis le début, j'avais un point fixe, à savoir que c'était de fausses accusations. Alors je le disais à ma place à moi. Maintenant, bien sûr, Mmh, la justice devait faire son travail, mais il s'avère qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, on découvre que l'une d'elles faisait partie d'un réseau, de l'extrême droite mmh, radicale, qu'elle était antisémite, islamophobe, que bien avant de l'avoir rencontré, elle racontait qu'elle avait déjà eu une expérience sexuelle avec lui et qu'il était violent. Donc en fait, c'est un scénario qui avait été monté avant et mmh, en fait, à cause de cette vague finalement de défense des femmes, on retrouve un homme ou des hommes partout finalement dans notre société qui vont être détruits, abîmés ou qui ne pourront mmh, plus reprendre leur route de la même manière. Donc pour moi, il y mmh a quelque chose de gravissime parce que j'ai toujours vu la justice comme une entité, qui protège de manière égale et maintenant je ouais. pense que c'est les avocats qui font ça, mais pas la Mmh, justice et plus la magistrature. Donc je pense qu'il y a une perte de confiance dans la ouais. citoyenneté Mmh, et c'est pour ça que beaucoup maintenant, je pense, les espoirs reposent, on va dire, sur les avocats éthiques de notre société. mmh. Qui, prennent quand même des coups. Les avocats éthiques alertent là-dessus, je vous le dis, prennent des coups. Alors c'est simple, quand c'est un homme qui tient ce propos-là, qui est de dire: «Faites attention, la parole, des femmes ne peut pas à elle seule» et d'ailleurs, je pense que le propos n'est pas de dire la parole des femmes. Il faut dire la parole d'une victime, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'infraction, ne peut pas à elle seule valoir une condamnation. Dans n'importe quel domaine, ça n'existe pas et donc je suis assez gênée avec l'idée que dans ce domaine en particulier, ça puisse exister, alors que nulle part ailleurs, ça ne peut exister. C'est pas parce que je dis qu'on m'a volé quelque chose que la personne va être condamnée. Il faut quand même qu'à un moment, il y ait des éléments matériels qui démontrent que j'ai bien été volée de quelque chose et qu'en plus, ce vol a bien été commis par la personne que j'accuse. Et ben, c'est pareil pour le viol, les violences, pour tout. Et en dehors de la destruction que ça peut créer,
qu'une fausse accusation peut parfois créer chez un homme. Moi, je pense que ce qui m'habite encore davantage, et ce qui m'indigne encore davantage, c'est la violence de ce que ça crée sur la légitimité de la parole, des femmes. C'est-à-dire que je reconnais tout à fait que la parole des femmes n'a pas valu pendant très longtemps, n'a pas été entendue pendant très longtemps et qu'aujourd'hui, on est face à des situations où, évidemment, il y a des fausses accusations et que quand, on se rend compte que ce sont de fausses accusations, je trouve que ça décrédibilise une partie du combat, des femmes et de la société contre les violences, contre les agressions, contre, le harcèlement. Et pour cette raison-là, je pense vraiment qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas être dans un truc manichéen, où finalement, la parole veut tout dire et l'accusation veut tout dire. Exactement et puis d'un point de vue, psychologique, moi je rajouterais même que ce qui est aussi très grave, c'est que ça crée dans notre société des stigmates et une forme de trauma, y compris Mmh. pour des victimes de viol qui sont passées par tout un processus justement pour accepter Exactement. ce qui est arrivé et pouvoir Mmh. pardonner ou ne pas pardonner mais vivre avec. Eh bien, Mmh. on se retrouve avec une société du buzz, une société où on met en avant des accusations sans même les avoir vérifiées. Donc c'est aussi très destructeur, il faut le savoir, pour des Mmh. personnes qui sont passées par un long process de réparation et à Ouais. qui on leur dit: «Voilà qui est une victime», Mmh, alors mmh, que mmh. plus tard on réalise que c'est de fausses accusations. Donc en C'est fait, ça. on joue avec la justice et avec les médias, on joue finalement avec quelque chose de très grave qui est le psychisme de l'être Mmh. humain et qui Mmh. est, sa construction, intérieure et sa construction psychologique. Donc je pense il peut y avoir de gros dégâts et chez les femmes et chez les hommes de séparer comme ça et de genrer la culpabilité. Ouais, Souvent, ouais, tout on a à fait. l'impression que quand tu es homme, tu es coupable, quand tu es femme, tu es innocente et c'est absolument impossible de vivre les choses comme ça parce qu'à chaque fois il y aura une ouverture, il y aura de possibles instrumentalisations. Mmh. Notre société est politique, notre société est instrumentalisée, les outils de notre société sont instrumentalisés. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus de garde-fou. Est-ce que toi, tu fais le même constat ou est-ce que tu as l'impression qu'on peut se reposer sur certaines entités pour reconstruire une forme de sécurité d'égal à égal, homme-femme? Alors moi honnêtement, je suis pas hyper optimiste, en réalité, là-dessus. Je pense qu'on est, en vrai dans une espèce de transition qui est bénéfique parce qu'il faut clairement, redonner, une place, beaucoup plus, importante, à la femme au sein de notre société et je parle pas que sur le côté judiciaire bien évidemment. Sauf que ce moment de transition, je pense qu'il est un peu long et je suis pas optimiste dessus. C'est-à-dire que je pense qu'on va continuer à être dans une phase qui va être, extrêmement complexe sur les identités, de chacun des genres. Et tu as dit à un moment une phrase, qui est, très exactement: «Quand tu es homme, tu es forcément coupable, quand tu es femme, tu es forcément innocente». Moi, c'est pas tout à fait ça. Pour moi, c'est beaucoup plus subtil. C'est quand tu es homme, tu es forcément coupable et prédateur. Quand tu es femme, tu es forcément innocente, mais surtout victime. Et moi, c'est ce deuxième mot qui me glace le sang. Nous ne sommes pas des victimes. Il est hors de question et ça, c'est ma position très personnelle et je sais que beaucoup de femmes ne sont pas d'accord avec ça, mais je trouve d'une violence extrême, je trouve d'un paternalisme, assez exécrable que d'identifier nécessairement les femmes comme des petites victimes frêles et c'est aussi pour ça que je pense que cette espèce de manichéisme qui existe dans la façon de voir, la question des violences faites aux femmes, du harcèlement, des violences sexuelles, elle me gêne profondément. Une femme n'est pas nécessairement une petite victime frêle. Et ça, c'est pour ça que je dis que je suis pas forcément optimiste parce que j'ai pas le sentiment que la transition, elle se fait dans le bon sens, justement pour cette raison-là. Je pense qu'en réalité, on persiste dans une analyse qui est de dire: «La femme, bah, en vrai, elle, quoi qu'il arrive, non seulement elle est innocente et elle est pas capable de faire du mal, mais en plus de ça, il faut la protéger». On est vraiment dans un là, actuellement, l'espèce de politique pénale qui fait, qui et à juste titre et heureusement, qui fait d'une priorité la lutte contre les violences faites aux femmes, pardon, mais elle n'est pas faite sur les bons éléments de langage et sur la bonne logique, selon moi, parce qu'elle continue à être dans l'idée d'une protection permanente des femmes, parce que les femmes ont besoin d'être protégées en permanence, parce qu'en vrai, elles ne sont pas capables de se protéger elles-mêmes.
Exactement, on pourrait même y voir une forme de régression parce que ce que Mmh, tu dis est très vrai. C'est la femme, éternelle victime, la c'est ça. femme éternelle petite chose qui doit être protégée par plus grand qu'elle pour pouvoir Mmh, se défendre. Il y a mmh, quelque chose de comme tu dis, la terminologie est très importante et il y a quelque chose dans notre terminologie actuelle qui mmh, ne fonctionne pas dans le bon sens. c'est ça. En tout cas, moi, qui me dérange. Je trouve qu'on est dans des éléments de langage qui maintiennent le paternalisme. Voilà, qui vraiment maintiennent ce côté, hem, les femmes ont besoin d'être protégées contre les hommes et donc du coup, moi, qui positionne les femmes dans une identité qui me dérange, mais qui en plus, je trouve, positionne les hommes dans une identité qui est assez déconnectée de la réalité. On peut pas nier le fait qu'il est pas simple pour un homme, de de se de savoir exactement où est sa place dans cette société, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve et on me dira: «Bah oui, mais écoute, tant pis pour eux», on peut pas généraliser comme ça. C'est d'une violence incroyable que de généraliser comme ça. Quand je parle d'un homme accusé à tort qui perd son emploi, et qu'on me dit: «Écoute, je suis désolée, mais c'est une victime, qui prend les coups pour tous les autres parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui auraient dû être accusés à juste titre et qui n'ont pas été accusés et qui maintiennent leur emploi», mais c'est d'une violence incroyable. Oui, C'est c'est profondément violent, mais surtout qu'elle est proche la barrière. C'est-à-dire que ceux mmh, qui portent ce regard-là, ils savent pas ce qui va leur arriver demain. c'est C'est ça. devenu tellement aléatoire, c'est devenu tellement un outil. Je Mmh, pense que si on continue comme ça, on pourrait même, arriver à un moment donné où se faire par exemple accoster dans un lieu de rencontre, même s'il n'y a pas de malveillance, eh ben, mmh, peut-être que la femme pourrait vraiment croire que là, elle est agressée. mmh mh. Là, avant, elle aurait pu être, accostée et puis ne rien en faire, ça pourrait même devenir une agression. Donc effectivement, je pense que pour les hommes, ça devient extrêmement compliqué et puis on peut parler des grandes histoires qui font les médias, mais il y a aussi des petites histoires qui, en fait, sont de grandes histoires individuelles Ouais. que je constate, comme j'en parlais, d'hommes qui sont coupés de leur enfant. Des années après, il va y avoir un mea culpa de la justice. Des années après, il va y avoir quelque chose peut-être de réparateur dans le fait que l'homme est déclaré innocent. Mais toutes ces années, ça aura changé la structure familiale dans sa profondeur. Et puis Mmh, même tous ces garçons maintenant qui grandissent avec l'idée de l'homme prédateur, c'est aussi très gênant. Et j'ai ouais. du mal à comprendre, je pense qu'on est à peu près de la même génération, toi et moi, Mmh. et j'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on a basculé dans finalement en fait, on est dans l'envers du problème. Il y avait un vrai problème avant, la question du droit des femmes et de la protection du féminin, mais par le Mmh. féminin aussi, et on se retrouve aujourd'hui dans des femmes qui parfois deviennent même l'ennemi des hommes. Pour moi, Oui. parfois, j'ai même l'impression que c'est une société qui devient misandre. Je pense aussi qu'il y a un fond effectivement, en tout cas dans la, façon d'identifier l'homme, vraiment encore une fois dans un espèce d'élément de langage, de discours, beaucoup trop manichéen, qui est pas capable de faire de la nuance, qui est pas capable d'accepter, les subtilités, que du coup par définition on va être hyper caricatural et donc, faire de l'homme forcément une espèce de bête noire face à la femme angélique. Et d'ailleurs, pour revenir sur, à quel point ça peut aller, excessivement loin, c'est, typiquement moi je me souviens vraiment d'une stratégie de défense qui avait été prise, et envisagée par des consoeurs, dans le dossier Jacqueline Sauvage. On en était quand même arrivé à une telle défense à une telle lutte contre les violences, faites aux femmes, qu'on en est arrivé à penser, et à dire dans une enceinte judiciaire que le fait de tirer une balle dans le dos de quelqu'un, c'était de la légitime défense, mais un peu par anticipation. On en arrive à ce niveau-là. Moi, c'est quelque chose qui vraiment dans ma conception, en tant qu'avocate de droit pénal, majoritairement en défense. Si je suis un peu honnête intellectuellement et que j'accepte de regarder toutes les infractions de la même manière, je ne peux pas concevoir que, une balle dans le dos puisse être de la légitime défense. Ça n'est pas concevable. Et quand tout à l'heure tu disais qu'être une avocate éthique qui, parfois va contre-courant de ce que la société, propose parfois comme dérive, quel coup tu t'es pris, et comment tu l'as vécu? Hem,
Alors typiquement sur la tribune, qu'on a signée, on était, je crois, 200, un peu plus de 200, consoeurs, pénalistes à l'avoir signée. Hem, j'ai les coups que j'ai pris, à la limite, sur les réseaux sociaux, ça me touche pas plus que ça. Vraiment, ça me touche pas plus parce que je suis par ailleurs, heu, très impliquée politiquement sur pas mal de sujets, notamment au Maroc et que donc, prendre des salves de harcèlement sur les réseaux sociaux, je connais et je connais sur d'autres registres que ça. Donc ça, c'était pas la difficulté. Là où je l'ai très mal vécu, ça a été, des consoeurs, que j'estime, qui s'en sont très directement prises à moi, soit en face à face, soit par message, enfin par texto et cetera, pour me dire, «C'est honteux ce que tu as signé, c'est honteux ce que vous avez écrit», et c'est vraiment pas qu'une, hein, il y en a vraiment beaucoup. «C'est honteux ce que vous avez écrit, vous faites honte, aux femmes, vous êtes, c'est vous les antiféministes, vous êtes un danger pour le féminisme», et en fait, ça m'a juste amenée à me dire, et à me confirmer ce que je pense du fond du cœur et ce qui est l'idée sous-jacente à cette tribune, qui est qu'en fait, on est dans une société où le dialogue devient très compliqué. C'est devenu très difficile de dialoguer, d'échanger et d'accepter qu'il y ait des avis différents. Et Heu, comment tu as mmh. fait intérieurement pour arriver à dépasser ces critiques et à continuer sur ce chemin où on te sent, bah, voilà, militante, engagée, on te sent très dans le juste, Safia, même quand tu utilises des termes, tu es très précise. Donc j'en conclus que tu t'es pas laissée arrêter et que d'une certaine manière, ça a dû être peut-être moteur, mais est-ce que tu pourrais me décrire comment tu as réussi à le dépasser? Mais, bah, justement en essayant de malgré tout en discuter avec les personnes en question, en leur disant: «En fait là ce que tu me dis me blesse profondément, parce qu'en fait je me rends compte que, même quelqu'un que j'estime profondément n'est pas capable d'accepter la contradiction, alors que c'est quand même le cœur de notre métier». C'était quand même souvent des consoeurs. Et puis, bah, ce qui m'amène à juste, passer outre et à rester fidèle à ce que je pense, c'est que, je suis convaincue mais vraiment convaincue du fond des tripes, qu'il n'y a qu'en acceptant, la contradiction que qu'on peut avancer dans notre société. Je ne vois pas comment on peut survivre dans cette société en vivant sans accepter la contradiction et en étant dans le jugement permanent d'une idée, d'une pensée. En fait, c'est vraiment on est en train de se dire que quand quelqu'un pense quelque chose, cette personne est une immondice. C'est quand même d'une violence incroyable. Et ça, je reste convaincue que c'est pas possible. Je ne pourrais pas en fait, si j'accepte pas ça, ça veut dire que je rentre dans le camp de ceux qui sont dans le jugement, justement, de la pensée des autres. Et je peux pas. Je peux pas me dire que, je vais juger quelqu'un parce qu'il pense, quelque chose de différent de moi. Oui, exactement, je te rejoins sur ce point, surtout qu'on est pas mal de féministes à penser de cette manière-là comme tu le décris. Moi-même, je me considère comme féministe, et je l'ai toujours été et finalement, c'est cette question des violences faites aux femmes et les positionnements où il y aurait dû avoir des dialogues très ouverts, entre tous et toutes, c'est devenu une espèce de politique de la bien-pensance où finalement certaines qui vont penser autrement, on Mmh. va les pointer du doigt comme non féministes. Mais qui peut C'est ça. nous dire que nous ne sommes pas féministes Mmh. si nous-mêmes nous sommes dans les combats par rapport à notre propre rapport au féminin? Donc il y a Mmh. quelque chose qui est un peu malade dans notre société actuellement et c'est peut-être aussi lié à l'ignorance. Parce que les Oui. personnes dont tu me parles qui ont eu cette vision, peut-être qu'elles sont, comme tu dis, dans un rapport à l'homme et à ce qui se passe de manichéen. Peut-être aussi qu'elles ont l'impression que c'est une grande vague qu'il faut prendre maintenant. Mmh. J'aimerais peut-être, après on reprendra sur d'autres questions, mais finir, pour ma part sur ce sujet en disant que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est jamais très loin du monde de l'autre. Mmh. Moi, je l'ai vécu parce que si maintenant on avait parlé de tout ça il y a 5 ans auparavant ou 3 ans auparavant, j'aurais peut-être eu d'autres avis. Mais Oui. aujourd'hui, je sais que les fausses accusations existent. Je sais que ça peut aller très loin et donc dans mes combats, militants, et bien, ça fera toujours maintenant partie de moi et je Mmh. pense que même dans notre monde politique, peut-être que certains maintenant pensent bien autrement parce qu'il y a par exemple, si nous parlions de l'ancienne ministre, Marlène Schiappa Mmh. qui s'est beaucoup battue du côté de ce que nous dénonçons un peu l'homme prédateur, eh bien aujourd'hui, elle a dû défendre, Ouais. le ministre Darmanin. Donc en Mmh. fait, ça tourne très vite
c'est Et ça. personne, aucun homme aujourd'hui n'est à l'abri de ces fausses accusations. Donc en ce sens, il y a peut-être un équilibre, c'est qu'on n'est pas si protégé que qu'on ne le croit, Mmh. des fausses accusations et donc chacun aura peut-être son heure. C'est ça, exactement. Et Safia, je voudrais qu'on revienne un peu sur toi. Est-ce que tu as eu des modèles d'inspiration, y compris dans ta famille? Oui, bien sûr, j'ai eu des modèles d'inspiration. Alors moi, dans ma famille, clairement, mes parents sont un vrai modèle d'inspiration, les 2, avec leurs qualités et leurs défauts, parce que c'est des gens qui ont été, très aimants, qui ont mes 2 parents, voilà, sont d'origine marocaine, arrivés en France, ils se sont rencontrés ici, mais ont pas fait d'études, ont vécu, la vie qu'on peut imaginer, de personnes, d'immigrés, de première génération et hem et en fait, ils ont été incroyablement soutenants et aimants, et je me suis toujours dit que, malgré les défauts qu'ils pouvaient avoir comme tous les parents, et ça je pense que c'est pas hyper courant. Je me suis toujours dit, «Je voudrais être comme ça quand je serai grande», quoi. J'ai vraiment grandi en me disant, régulièrement, pas sur tous les sujets évidemment, mais en me disant régulièrement, «Ouais, quand je serai adulte, je voudrais être, comme ça», sur certains sujets, que ce soit pour ma mère ou pour mon père. Et par exemple, Et sur quel sujet? alors, mon père, c'était un homme, hyper sociable, qui était, vraiment apprécié de tous et ça, je me suis toujours dit, mais vraiment de tout le monde, quoi. Tout le monde, nous disait, «Oh là là, il est sympa, il est marrant, il est gentil, il est généreux», et ça, j'ai toujours trouvé ça, enfin voilà, je me suis toujours un peu, fondée là-dessus en me disant, «C'est important, en fait, d'apporter, quelque chose d'agréable aux gens, à l'extérieur» et ça, c'est lui qui m'a vraiment, amenée à ça et puis ma maman, c'est une force de travail, incroyable et vraiment la valeur travail, j'ai grandi avec ça. J'ai vraiment grandi avec la valeur travail, énormément. Maman elle était femme de ménage, elle avait 3 ou 4 jobs à la fois, et c'était jamais un problème et c'était normal et c'était, voilà et hyper jeune, ma mère comme mon père me disaient, «Va falloir que tu travailles, quoi» et donc moi à l'âge de, 14 ans, je bossais à côté de mes études et c'était normal, c'était pas, un truc incroyable, et ça je l'ai toujours, beaucoup admiré chez ma mère. Après il y a plein d'autres choses, mais voilà, ça fait partie des 2 exemples que je peux donner. Et quel regard ils ont, sur ce que tu es aujourd'hui, le métier que tu fais, la manière dont tu, habites la société? Alors moi, mon papa, il est décédé, avant même que je ne devienne avocate, donc il a pas trop de regard là-dessus, mais je me souviens quand même que, il est parti à peu près au moment où j'étais en train de il est parti au moment où je sortais de Sciences Po, où j'étais en train d'être diplômée de Sciences Po, et je me souviendrai toute ma vie, vraiment, à l'hôpital, papa qui était extrêmement fier et les infirmières qui me disaient, quand j'arrivais, «Alors votre papa nous a dit que vous étiez, ça, vous savez, il est très fier de vous», donc je sais qu'il était extrêmement fier. Il dit: «Votre papa, il a dit qu'un jour vous serez une grande avocate parce que bientôt vous allez passer le concours des avocats, donc il aura pas vu quelle avocate je suis, mais je sais que, il aurait été enfin il a toujours été extrêmement fier et maman c'est pareil. Maman elle est, pour le coup, très fière. Elle comprend pas forcément tout, parce que voilà, il y a quand même des subtilités et des combats, qu'elle saisit pas nécessairement. Mais vraiment elle est hyper fière. Elle est hyper fière et puis alors ce que je trouve très beau, c'est que c'est une femme qui est capable, qui est tellement dans l'amour et dans la fierté qu'en fait, elle a parfois des avis très arrêtés sur certains sujets. Typiquement, hein, moi je suis quand même une avocate, pénaliste en défense, donc je défends parfois des méchants et en fait, elle peut avoir un avis très arrêté et puis quand on va discuter et que je vais lui expliquer pourquoi je défends telle personne et pourquoi je trouve que, il y a quand même telle ou telle chose qui s'est passée dans la procédure qui n'est pas bien, et ben, elle se remet en question, elle se réinterroge, elle me dit: «Bon, tu as peut-être pas complètement tort sur ce sujet. C'est vrai que bon, quand même,
on peut pas laisser quelle que soit la faute qu'a commis quelqu'un, on peut pas la laisser ne pas voir sa famille, pendant 2 ans d'enquête, il faut qu'il puisse voir sa famille. Tu as raison, c'est vrai, voilà, c'est et ça, je trouve ça hyper admirable, de sa part, parce que je me rends bien compte que c'est pas donné à tout le monde, qu'il y a des gens qui ont fait des grandes études et qui restent complètement bornés et convaincus que, un braqueur, doit avoir des conditions de détention extrêmement strictes et tant pis si, s'il voit pas sa famille pendant 2 ans, quoi. C'est très émouvant ce que tu nous racontes sur tes parents et c'est intéressant aussi de voir que vous avez, une fierté mutuelle. Il y a toi, tu Oui. sembles très, très fier d'eux et ils semblent t'avoir donné énormément de force, mais à mon avis, tu leur donnes beaucoup de force aussi et le regard Mmh. que tu poses sur eux a quelque chose aussi de très beau et de très admirable. Donc c'est très Mmh. émouvant ce que tu viens de raconter sur tes parents. Safia, est-ce qu'il y a une affaire qui t'a spécialement marquée ou transformée? Hem, alors moi, c'est pas forcément des affaires, hein, qui me marquent ou me transforment, c'est parfois, des personnes. Et oui, moi, je sais que à mon 1er gros dossier, criminel, j'étais vraiment jeune avocate, et c'est pas l'affaire, c'est plus l'ambiance et l'environnement qui m'ont vraiment, je pense, qui ont un peu marqué ma façon de voir ce métier et qui m'ont totalement confirmée dans ce métier. Et quand je dis métier, je parle vraiment du côté pénal, et défense. Et c'était, un dossier de braquage d'une bijouterie par des très jeunes majeurs, hein, moi, mon client, il avait 18 ans au moment où il commet les faits, et c'est, des Parisiens, qui commettent un braquage, mais en province et qui se retrouvent donc, jugés, par une cour d'assises de province et une instruction qui est menée en province. Et alors là, c'était, extrêmement violent pour moi parce que, il y avait un fond de racisme qui était même pas caché, en fait. Qu'on voyait dans les PV, sur certaines mentions par, les gendarmes, sur les témoignages par les témoins. Sur une, parfois, enfin, j'ai eu une fois d'ailleurs une réflexion, clairement raciste par un magistrat, pendant l'instruction. Et puis donc ça m'a quand même amené un peu à comprendre la réalité, de ce que peut parfois être la justice. Vraiment une justice à double vitesse. Et puis, parce que par ailleurs, je dis ça, quand je dis justice à double vitesse, parce que pour être très honnête, à Paris, heu, j'avais jamais vécu, quelque chose d'aussi, frontalement raciste et clairement jamais à mon encontre, au-delà des justiciables, jamais à mon encontre. Et puis ensuite, il y avait aussi, bah, le fond du procès d'assises et du coup la violence de la peine qui a été prononcée, pour des jeunes qui ont pris, 12 ans de prison. Alors qu'à Paris, et d'ailleurs la présidente de la chambre de l'instruction à l'époque était une ancienne juge d'instruction parisienne et elle venait de prendre la présidence de la chambre de l'instruction dans cette ville de province, et on a pu discuter de ce dossier. Elle m'avait dit: «Mais vous le savez que si ça avait été pris à Paris, vous auriez même pas été aux assises, hein, ça aurait été correctionnalisé, ils auraient pris 3 ans et puis voilà, quoi». Et ça m'avait vraiment marqué sur, en fait, l'insécurité juridique, quoi. On est dans une société où en réalité, quand on est jugé, on ne sera pas jugé de la même manière selon la cour par laquelle on va être jugé, selon le magistrat par lequel on va être jugé et ça, il y a pas vraiment de solution et c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant, mais il faudrait trouver des solutions parce que du coup, on est quand même dans une société où on peut poser l'hypothèse, moi je pense que c'est une thèse, mais on peut poser l'hypothèse d'un racisme, systémique dans les institutions, dans notre, système judiciaire, dans notre système, policier. Il y a quand même une question de racisme, même si certains le Mmh. nient et donc c'est extrêmement dangereux, en fait, pour tous ceux qui constituent la France et qui sont à l'origine issus de minorités, mais qui sont la France. Et ça fait Mmh. partie de mes combats. Et aujourd'hui, je dirais, j'ai plusieurs émotions. Je suis choquée et je suis attristée de voir à quel point on peut être démuni selon qui l'on est face à la justice, à Mmh. quel point on peut être dépersonnalisé, déshumanisé, à quel point pour certains représentent les coupables idéales. Il y a quelque Oui. chose de fondamentalement triste Ouais. dans ce qui aurait dû rester ou être le pilier d'une société saine et équilibrée.
Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment toi tu abordes ce combat et qu'est-ce que finalement tu penses que chacun de notre place on peut faire? Alors moi ce combat, je l'aborde en étant, assez frontale, c'est-à-dire, jamais agressive, mais par contre, je mets les gens face à leurs fautes. C'est-à-dire que ça ne plaît pas du tout, vraiment, hein, ça ne plaît pas du tout quand en audience, publiquement, on dit que telle procédure a été menée sur un fond de racisme. Quand on dit que telle décision, démontre, un fond de racisme. C'est pris comme une insulte par les magistrats en audience, mais je n'ai aucune difficulté avec ça, je le dis, et je il est hors de question de le cacher. Je pense que ça, c'est en réalité, c'est une des solutions. Hem, Est-ce qu'elle est efficace ou pas? J'en sais rien, mais en fait, c'est ce que je dis souvent parce qu'on me dit: «Oui, mais tu sais, c'est franchement, tu vas encore les énerver et puis au final, le client, c'est lui qui va en pâtir». Quand j'en parle avec les justiciables, eux, ils me disent: «Non, moi, je suis d'accord avec vous. Tant pis s'ils mettent plus parce que ça les énerve, mais faut le dire. Faut dire la réalité, faut dire la vérité». Et en fait, ce que je me dis en général, c'est qu'au moins ça soulage. Au moins ça soulage de se dire, en fait, moi, je l'ai lu le dossier, j'ai lu la procédure, j'ai vu quelques mots extrêmement choquants dans cette procédure et donc il est hors de question que je le cache et vous allez prononcer la peine que vous voudrez prononcer, mais au moins tout le monde saura que sur le fond, ce dossier, il y a quand même eu un traitement raciste à l'intérieur de l'enquête. Je te rejoins tout à fait sur ce point, surtout que la docilité, d'un point de vue psychologique, je pense que ça mène nulle part. C'est-à-dire essayer d'être Mmh. gentil pour ou cacher les failles de l'autre, pour arriver à quelque chose de plus clément, c'est une Ouais. solution à court terme, mais à long terme, c'est destructeur et je pense que la docilité aussi en soi est destructeur et qu'on a besoin de personnes, justes et révoltées, Mmh. de Mmh. personnes, justes et combatives et puis il faut le dire, on est en ce moment dans une société raciste. Nos générations peut-être en sont, heu, beaucoup en sont peut-être, profondément témoins parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires judiciaires qui ont été, médiatisées comme l'affaire Adama Traoré, l'affaire, Wissam El Yamni. Oui. Enfin on pourrait faire une liste très longue finalement de toutes ces injustices. Je pense qu'on a besoin de personnes qui, de manière haute et forte, le disent avec leur Mmh. voix. Ouais. Est-ce que toi, tu as une analyse de pourquoi la magistrature fonctionne comme ça aujourd'hui? Alors bien sûr, il y a des magistrats qui font un travail incroyable et qui du coup, Ouais. donnent une perception lumineuse aussi de ce que peut être la justice, j'en ai rencontré, mais Mmh. il y en a aussi beaucoup qui sont pour moi du côté de la destruction, alors que ce soit à l'origine de la névrose, que ce soit à l'origine de l'ignorance ou des biais, cognitifs ou psychologiques, il y a quand même quelque chose qui se passe. Est-ce que tu Ouais. crois que c'est du côté de la formation? Est-ce que tu crois que c'est du côté de ce que permet la société? Quelle est ton analyse? Alors moi d'abord, d'expérience, on est quand même enfin vraiment d'expérience, je suis sur une minorité de magistrats destructeurs que j'ai pu rencontrer. Honnêtement, j'ai quand même une majorité de magistrats, qui font leur travail, plus ou moins bien, mais pas avec une arrière-pensée de volonté d'écraser les gens. En revanche, il en existe. Il en existe et ceux-là, c'est d'une tristesse infinie parce que, ils marquent beaucoup plus et c'est tellement violent, en fait, quand on voit ça que, parfois j'ai l'impression que ça altère même l'image de tout le reste de la justice et de tout le travail plutôt bon que d'autres magistrats font. Ça, c'est le premier point que je voulais quand même, poser et sur quelle base c'est? Moi, je franchement, d'expérience, ceux que je vois qui sont comme ça, je pense que c'est des gens qui sont nés comme ça. C'est horrible, hein, mais les magistrats les plus, les quelques magistrats, vraiment un peu sadiques, parce qu'il en existe, bah, en fait, je pense qu'ils le sont depuis toujours, quoi. Alors peut-être qu'il y a une frustration qui est née, au fur et à mesure, mais en tout cas, je suis convaincue, mais alors moi vraiment convaincue que c'est pas la formation qui amène les magistrats à être ça. Alors ça, il y a des confrères qui ont cette théorie. Moi, je ne le pense pas du tout. Au contraire, je pense que la formation, à la magistrature, elle est plutôt bien faite. J'ai beaucoup d'amis, qui ont fait la formation ces dernières années. Moi, je trouve qu'elle est de qualité. Mais c'est exactement comme pour la police, par exemple. Il y a des policiers géniaux, il y a des policiers qui sont une honte pour la profession et c'est pareil pour les avocats. Il y a des avocats qui sont grandioses et il y a quand même quelques avocats qui sont aussi une honte pour la profession.
Le problème, c'est que, je pense que pour les magistrats, davantage que pour la police et pour les avocats, vraiment presque même davantage que pour la police, ouais. On a un besoin d'exemplarité, on a une exigence d'exemplarité à leur égard. Et j'en suis navrée pour eux, mais par contre, c'est la moindre des choses. On a une exigence d'exemplarité pour l'ensemble de la profession de la magistrature et encore une fois, j'en suis navrée parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est un peu injuste, quoi. On a envie de dire: «C'est bon, on a le droit d'avoir quelques brebis galeuses comme les avocats en ont, comme tout le monde en a». Oui, mais non, parce que, vous êtes la justice et donc à ce moment-là, la profession et le corps de la magistrature se doit de retirer toutes les brebis galeuses qui sont à l'intérieur et se doit d'avoir un meilleur système, de sanctions à l'égard des magistrats qui ne sont pas de bons magistrats, qui humainement sont de mauvaises personnes, sont des fous, sont des sadiques, sont voilà. Encore une fois, ils sont minoritaires, mais ils existent et le problème, c'est que les audiences sont publiques, que les gens voient ça et que quand ils les voient, c'est l'image qui est renvoyée de la justice. Ouais, je suis tout à fait d'accord et puis c'est des métiers où on a un grand pouvoir tant sur, l'autre que sur la Exactement. société, que sur le monde finalement et donc effectivement, c'est un des métiers où il faut de l'exemplarité. Mmh. Tu parlais de personnes qui sont nées comme ça. Bon, du côté de la psychologie, on te dirait que, Oui, on ne naît pas d'une certaine manière, on le bien devient. sûr. Donc ça peut être une série de traumas, ça peut être, une transmission, ça peut être beaucoup de choses. Et nous Mmh. avions conversé lors d'un ITV avec un magistrat qui parlait de problèmes de profil psychologique, dans la magistrature parfois. Mmh. Mmh. Et effectivement, alors c'est mon avis de psychologue, mais je pense que s'il y avait un accompagnement plus précis et c'est aussi valable dans la police, Ah, c'est possible, de psychologues, pas uniquement quand il y a un problème, mais en fait juste de connaissances sur l'être humain, de ouais. même la question de la résilience. Tu vois? La question de la résilience pour les braqueurs ou pour les personnes Mmh. Ouais. qui dealaient. C'est pas pareil, un dealer qui, par exemple, aurait grandi dans un certain contexte, familial, un certain contexte, social et puis qui finalement aurait utilisé, comme le dit la thèse de Boris Cyrulnik, aurait utilisé le fait de dealer comme un acte de résilience. Mmh. Effectivement, faut que quelque chose l'arrête, effectivement, il faut mettre un stop, mais la prison, est-ce que ce serait la bonne réponse? Je ne suis pas sûre. On continuerait dans un espèce de processus de destruction. Bah Alors, oui. il faut faire un choix, je pense, soit on juge comme des robots et ce serait peut-être une meilleure chose quand on voit comment certains magistrats sont dans leurs névroses et leurs émotions, je dis bien certains, pour, finalement, juger l'autre. Soit on y met beaucoup plus d'humanité avec des règles, avec, un rapport à l'autre, avec un rapport, à la psychologie et aux sciences qui expliquent, finalement certains processus aujourd'hui. Mmh. On Mmh. essaye d'humaniser, le jugement. Mmh. Oui, je suis non, mais je suis tout à fait d'accord et effectivement, quand je dis, «né comme ça», c'est pas forcément ce que je pense, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, les rares, magistrats que je vois, avec, un pouvoir mal utilisé, j'ai le sentiment que c'est un truc de personnalité et que c'est pas nécessairement le métier qui les a rendus comme ça. C'est ça que je veux dire par là et là où je suis d'accord, c'est que, ça amène à se dire, il faut un meilleur contrôle aussi sur, la psychologie, des magistrats, sur, la façon dont ils quand je disais, la façon dont ils font leur travail, je veux dire, en fait, sur leur humanité au cours de leur évolution de carrière et de profession. L'humanité, ça fait partie des exigences dans un jugement. Il y a pas que la compétence, il y a pas que la connaissance juridique, il y a aussi l'humanité. C'est une exigence des décisions de justice. Et pour ça, je ne sais pas exactement comment, mais moi j'aurais trouvé beau qu'on ait un petit peu plus de contrôle sur l'humanité, des magistrats, parce qu'encore une fois, il y en a quelques-uns qui, je pense, s'assèchent, sont déjà asséchés quand ils arrivent dans la profession ou s'assèchent au fur et à mesure de leur évolution, peu importe, et que du coup la justice n'est plus humaine quand elle est rendue par ces gens-là. Oui, exactement et alors je voudrais bon après on passera à un autre sujet, mais je voudrais aussi, hem, quelque part signifier qu'on peut rencontrer aussi dans la société, par exemple, des personnes qui ne seront pas issues, des minorités, qui seront voilà, qui représentent finalement le bon côté, de la société et Mmh. qui seront jugés d'une manière tout à fait saine, c'est-à-dire qu'ils seront jugés en fonction de ce qu'ils ont fait, il y aura quelque chose de clément, parfois réparateur et cette justice-là, en fait, ce serait ce qu'il faudrait que tout le monde ait.
Moi, bien sûr. parfois, j'ai affaire à des personnes qui ont eu, voilà, parfois dans le cas de délits d'initiés, enfin, qui ont eu affaire à une justice qui Mmh. n'en a pas fait des monstres. Une justice qui les a C'est ça. vus, qui a reconnu la faute, mais qui a reconnu l'humain. Comment se fait-il que ce soit, si, courant quand on est, issu d'un certain milieu? Donc certains milieux, je parle même pas milieu, financier, hein, parce Non, qu'il non. peut y avoir des personnes, j'ai aussi eu des personnes profondément traumatisées et maltraitées parce qu'ils représentaient le milieu bancaire. Mais comment se fait-il que quand on est à une certaine position, eh bien tout se passe comme ça devrait être, puis quand on est issu des minorités, eh bien on peut Mmh. se faire détruire, broyer, on peut être mis en prison, alors qu'il y aurait la présomption d'innocence, alors que ce serait une détention Mmh. provisoire, on y reste des années. Mmh. On en sort complètement abîmé, on en sort très loin de soi. Donc c'est vraiment, extrêmement choquant et puis je dirais aussi que ce que tu disais des profils psychologiques et puis de la question de l'humain, donc c'est assez rassurant que la formation, toi tu le confirmes et tu le dis, que c'est une Mmh. bonne formation. Mais en fait, à partir du moment où un être humain a un problème avec l'altérité avec l'autre, à partir du moment où dans une conversation, une personne a besoin de se sentir au-dessus d'une autre parce qu'elle vient d'un certain pays ou parce qu'elle a une certaine religion, une certaine Mmh. culture, il y a une problématique. Il y a une problématique, elle se règle, il faut travailler sur soi. Mais quand on Ouais. a besoin de se sentir au-dessus de l'autre, il y a une problématique. Je pense que ça, ce serait un des principaux leviers à chercher dans les profils psychologiques pour être sûr Mmh. que la personne, elle est à même d'être toujours dans la justesse et non le jugement lié aux émotions et aux biais cognitifs. Alors oui, après, moi, je pense qu'il faut pas minimiser une chose, c'est qu'en fait, ça existe à absolument tous les niveaux de notre société. Je pense que c'est notre société qui est malade et pas notre justice. Sur ce terrain-là, sur ce très exact terrain-là, je pense que c'est la totalité de la société qui est malade et je dis malade parce que je pense que c'est un véritable problème et que c'est une véritable maladie. Il n'est pas possible de, recruter de la même manière dans une entreprise. C'est impressionnant. Le regard qui est porté sur 2 candidats, l'un qui, effectivement est, l'homme, blanc, jeune, propre sur lui, ne sera jamais vu de la même manière que, l'Africain d'origine, qui s'habillera différemment, mais qui aura peut-être de meilleurs diplômes pardon, que le candidat précédent. C'est impossible, ça n'existe pas et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Hem, je parle du recrutement, je parle, de la justice, mais vraiment à tous les niveaux. J'ai la conviction que ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque. Hem, Après c'est très humain, on est toujours, un peu, c'est totalement humain, on regarde l'autre de manière un peu, comment dire? Avec suspicion. C'est dans la nature humaine. Mais là, c'est pas tout à fait un truc de nature humaine. Parce qu'on est quand même dans une société où normalement on est censé avoir intégré que, la couleur de peau, ça change pas, grand-chose, que, là où est née la personne, le quartier 93 ou le, 16e arrondissement, c'est pas censé changer grand-chose et que la seule chose qu'on regarde en réalité, c'est, la personne en elle-même, ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait. Pour un recrutement, ses diplômes, son CV, la façon dont elle rédige sa lettre de motivation et la façon dont elle, participe à l'entretien d'embauche. Pour la justice, son casier judiciaire, ce qu'elle a réellement commis ou pas commis, et en plus, quand je dis casier judiciaire, c'est en réalité faire attention aussi à ne pas regarder que le passé de la personne, mais vraiment la personne en elle-même. Donc voilà, pour conclure sur ce point-là, on est complètement d'accord. La justice ne traite absolument pas de la même manière, et là, je dis la justice en général parce que là, c'est systémique, ne traite pas de la même manière, les minorités, les petites gens, les les têtes de Turc, quoi, les gueules cassées. Heu, Elle ne les traite pas du tout de la même manière que les personnes de bonne famille, issues des beaux milieux. Il y aura toujours une indulgence en plus, il y aura, on essaiera de moins les abîmer, de moins les écraser. Mais ça, malheureusement et tristement, je suis absolument convaincue que tant qu'on n'aura pas fait un vrai travail à l'intérieur de la société sur tous les autres domaines, la justice n'arrivera pas à se défaire complètement de ce biais-là. Ouais, exactement. Et alors, quelles seraient, toi, par rapport à cette société, malade, des solutions que tu aurais, en tête? Moi, j'ai été très, très contre pendant longtemps, la discrimination positive et je suis complètement revenue là-dessus. Voilà.
Moi maintenant, je considère qu'en fait, il faut forcer. Il faut forcer les choses. Vous y arrivez pas, ben, c'est pas grave, on va vous forcer. Voilà. On va vous forcer maintenant, il faut plus de noirs et d'arabes, si c'est comme ça que vous voulez les appeler, à la télévision, dans les hautes sphères, voilà. Je suis c'est et j'ai été, mais profondément contre pendant extrêmement longtemps. Moi, j'étais encore étudiante quand, le Sciences Po a créé, cette entrée un peu à part pour, ce concours un peu à part pour, les jeunes de zones tendues, de ZEP, de zone éducative, à éducation prioritaire, j'étais vraiment contre à l'époque et en fait, j'ai l'impression et c'est triste, mais je crois qu'il y a pas d'autre solution, quoi. J'ai pas le sentiment que, cette société est capable de le faire si on ne la force pas. Voilà, Oui, c'est ce qu'on disait aussi de la notion de docilité. c'est La ça. docilité, ne mène nulle part. Donc effectivement, tout comme toi au début, je j'étais pas pour ce type de discrimination, mais la société nous change. La Mmh. société a un côté, révoltant, dans certains de ses fonctionnements et donc effectivement aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut utiliser la discrimination positive et puis il faut communiquer comme nous on est en train de le faire et Mmh. dénoncer le fait que c'est là aussi, là, le racisme, ne peut pas être un débat. On peut pas Mmh. dans les médias avoir des personnes qui disent, par exemple: «Il faut dénoncer l'islam». Je veux dire, C'est c'est ça. une aberration. Est-ce qu'on pourrait entendre: «Il faut dénoncer le judaïsme, il faut dénoncer le catholicisme»? C'est Non, incroyable. on Mmh. peut pas dénoncer une religion. On peut Mmh. dénoncer, si on le veut, certains traits ou certains attraits que là, on a envie de voir, d'ici là ou quel dans certaines fonctions de la religion. On peut dénoncer le Mmh. religieux. Mais comment sur des chaînes mainstream, on peut dire je dé la question de dénoncer l'islam? C'est Ouais. des aberrations sociales, c'est des aberrations psychologiques que beaucoup dénoncent, mais peut-être de manière trop discrète, peut-être de manière Ouais. trop silencieuse, parce que je suis convaincue, Safia, que des gens comme toi et moi, il y en a plein. Et Bien finalement, sûr. on n'est pas ceux qu'on entend le plus et on Mmh. est bombardé par des incitateurs de haine, on est C'est bombardé ça. par des personnes qui mettent du toxique dans la société et Mmh. c'est très embêtant parce qu'il y a des générations qui vont grandir dans ces mots. Bon, Ouais. heureusement, la télé est moins regardée, mais quand même, quand on regarde sur Twitter, ces petites vidéos qui sont partagées, c'est souvent parce qu'il y a du polémique, parce qu'il y a du racisme dedans. Mmh mh. Et il se passe quelque chose effectivement de toxique, donc je pense qu'il faut faire, contrepoids, du côté du bien et du côté du regard finalement Mmh. juste, Ouais. égalitaire. Et puis tu vois, même dans ma clientèle, je le remarque aussi, j'ai beaucoup de personnes qui sont touchées par la trace psychique de la discrimination. On se rend pas compte, ou peut-être que toi tu t'en rends compte de par tes origines, mais quand on est une personne finalement qui ne connaît absolument pas ce que c'est que d'avoir de la diversité en soi, on peut Mmh. passer à côté du fait qu'effectivement, être une personne de couleur noire, qui va aller se présenter à un entretien, même si c'est une fraction de seconde, il va avoir en tête: «Qu'est-ce que ma couleur de peau va Ouais. déclencher chez l'autre?» Mais c'est Mmh. inacceptable! Ouais, C'est ouais, c'est vrai. incroyable qu'au XXe siècle, il puisse encore y a au XXIe siècle, il puisse encore y avoir, un rapport à soi et à sa couleur qui finalement est une Mmh. vraie trace aussi de la colonisation. Mmh. Et alors on peut pas nier tous les racismes parce que certains parleront du racisme anti-blanc. C'est pas Mmh. nier le racisme que certains blancs peuvent subir ou Mmh ressentir mh. ici ou dans Mmh. d'autres pays que de dire qu'en France, il y a un vrai racisme, il y a une vraie Systémique. problématique oui exactement et que Mmh. c'est dangereux et puis surtout c'est triste et ça touche à notre nature, d'humain. Oui, bien sûr. Alors moi, en plus, il y a cette particularité qui est que je pense sincèrement n'avoir jamais, été, victime de racisme discriminant, dans mon parcours professionnel ou dans mon parcours estudiantin. Heu, j'ai j'ai jamais enfin, j'ai eu des réflexions racistes à droite et à gauche, c'est arrivé, encore une fois, mais je suis convaincue vraiment, j'ai beau me remémorer, à peu près tout, jamais je n'ai eu le sentiment que le racisme d'une personne, était en train d'être un frein à mon évolution. Parce que c'est ça le racisme discriminant. Il y a le racisme tout court, c'est-à-dire les gens qui pensent quelque chose de nous, de moi, bah, très bien, qu'ils le pensent, hein, c'est leur droit. Là, pour le coup, je pense que c'est un des rares sujets sur lesquels je juge la pensée de quelqu'un. Mais en revanche, il y a le racisme discriminant et alors après, pourquoi, comment, mais moi j'ai eu beaucoup de chance. Déjà, je suis une femme et je pense sincèrement que les femmes, d'origine maghrébine ou africaine sont, quoi qu'il arrive, beaucoup moins victimes de racisme discriminant que les hommes, d'origine maghrébine ou africaine. Bon,
Et en fait, encore une fois, moi, je pense pas avoir vécu, de discrimination, sur la base de mes origines, mais je sais que on est quand même dans une je le sens et je le vois, qu'on est quand même dans une société où moi, je ne me sens quand même pas représentée. C'est ça qui est assez, fascinant, c'est que j'ai pas le sentiment, que la société représente ma frange, de la population. On j Ni sur les hautes sphères de pouvoir, ni dans les médias, ni, ou en tout cas pas assez, pas encore assez, Et et ça va venir. est-ce que toi, tu as l'impression de représenter, ta frange de population? Ou est-ce que toi, tu as l'impression de représenter, le la France finalement, Oui. Ah moi et je ça suis convaincue, oui. Bah, en fait, je pense que je suis un échantillon de la France, qu'on peut pas nier. C'est-à-dire des Français qui sont nés d'immigrés, de parents qui sont nés de parents et dans une cellule familiale qui a été construite en dehors de la terre, d'origine des parents, on est énormément, et ça, c'est, extrêmement fondateur dans une identité, et dans une personnalité. On peut pas le nier, on peut pas, s'en cacher. Je suis désolée, il y en a mais on ne peut pas s'en cacher. C'est parce qu'on grandit à l'intérieur de 2 cultures, par définition, obligatoirement, et on se définit. Moi, je suis française, mais j vraiment, j'ai grandi avec une culture marocaine, qui était extrêmement présente et extrêmement, fondatrice aussi dans mon identité. Et ça, c'est hyper important, et surtout, c'est assez marrant parce que ça crée des biais de pensée, des, une façon de voir, la vie, la société, les choses, les gens, et cetera, que certains ne comprennent pas forcément, vraiment. Quand on a grandi dans une seule culture, qu'on n'a jamais voyagé, énormément, qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une culture différente de la culture franco-française. oui, il y a une forme de richesse dans la Mais biculturalité oui, et il bien y a sûr. il y a un rapport au monde, avec, l'autre et même il y a une vision qui s'ouvre en fait quand on a ces 2 cultures. Mais Exactement. mais toi, on sent que tu as réussi à je sais pas si le terme réussir est le bon terme, mais quelque part tu en as fait une force. On sent que c'est en toi, ces 2 cultures te donnent une vision du monde et peut-être une manière de taper du poing quand il le faut, Mmh. au bon endroit. Est-ce que toi, Oui. tu dirais que ça vient de cette double culture? Oui, oui, moi je suis convaincue que ça vient, alors, de cette double culture, mais aussi de encore une fois, de mes parents, hein, je veux dire, de ma famille, c'est comme ça. Mon papa, il tapait du poing, sur la table, sans aucune difficulté, et dès il trouvait qu'il y avait une injustice ou quelque chose de pas bien, vraiment ça gueulait, quoi. Donc je sais d'où ça vient, mais je pense que c'est aussi beaucoup, beaucoup lié effectivement à la double culture, ouais. À la curiosité, à la capacité, en fait, quand on grandit dans 2 cultures différentes, on est obligé, c'est pas possible autrement, de remettre pas en question à peu près tout dans une société, et quelle que soit la société. C'est-à-dire que, hem, je me souviens d'une fois, une maman qui était revenue, folle de rage, du travail, parce que dans un couple, chez des gens chez qui elle travaillait, chez qui elle faisait le ménage, la dame était en train d'avoir des propos racistes à un moment, mais que moi j'estime racistes, mais que je pense cette femme ne voyait pas comme raciste. Elle parlait des cultures africaines, ou maghrébines, j'en sais rien, en disant, c'est quand même dégoûtant, hein, de manger avec ses mains comme ça, là, je comprends pas, on est arrivé». C'est marrant parce que j'ai vécu exactement la même scène au Mali, un Français qui était en train de dire exactement la même chose là-bas. Donc comme quoi apparemment, pour les occidentaux qui sont pas habitués aux autres cultures, quelque chose qui les choque profondément, c'est de manger avec ses mains. Et maman qui, revient hyper énervée et me dit: «Du coup, j'ai fait un truc qui est pas professionnel, c'est que je lui ai crié dessus. J'étais en train de faire la vaisselle, j'ai jeté les couverts et je lui dis: "Vous croyez que là, vos trucs en métal là, c'est plus hygiénique que mes mains propres?"» Et en fait, j'étais petite, hein, et vraiment, j'ai compris que quand on n'a pas vécu 2 cultures différentes, on n'est pas capable de remettre en question la moindre chose dans notre propre culture. Alors que quand on a vécu 2 cultures, ben, ce qu'elle dit maman, c'est assez vrai. Elle dit: «Mais pourquoi est-ce que vous, vos couverts en métal seraient plus propres que mes mains propres?» C'est un détail aussi bête et basique que ça, mais l'ouverture d'esprit, c'est exactement ça. C'est de regarder quelque chose que quelqu'un fait différemment en se disant: «Pourquoi est-ce que moi,
je le fais mieux que lui? Pourquoi ça serait mieux ce que moi je fais que ce que lui il fait? Oui, effectivement et puis la question de la neutralité, dans le regard quand on regarde l'autre, je pense qu'elle vient beaucoup de cette connaissance, de venir d'une culture qui est multiple. Parce que oui, manger avec ses mains, c'est autant valable que de manger, avec une fourchette. D'ailleurs, à Mmh. l'île Maurice, ils mangent autant avec, une fourchette qu'avec les mains et il y a aucun regard qui est posé dessus puisque la norme, c'est les deux C'est canals ça. finalement pour se nourrir. Donc il y a quelque Mmh. chose là aussi où les gens doivent se questionner dans leur manière de regarder l'autre et ce qui est peut-être inné dans les enfants issus de plusieurs cultures, c'est de savoir qu'il y a plusieurs langages, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs manières de vivre le monde et ça protège beaucoup du jugement. Puis Mmh. d'ailleurs, peu de gens en parlent, mais il y a des recherches très bien étayées, des recherches scientifiques, partout dans le monde qui le prouvent que être issu de 2 cultures, être d'origine, par exemple, voilà, comme toi, marocaine et française ou anglaise, et indienne, c'est en fait une richesse, même en termes d'intelligence émotionnelle. Donc Ouais. en fait, tout ceci est étayé, on ne cesse de le dire et puis finalement, on se retrouve quand même dans une société où i dans certains médias, dans certaines manières d'être dans l'institution, eh bien, on continue quand même avec ces vieux démons racistes. Donc je pense Mmh. effectivement qu'il faut qu'on arrive à militer, à discuter autour de ça pour arriver à faire, bouger les choses et les personnes comme toi, finalement, qui arrivent à en dire quelque chose tout en gardant, ce côté combatif, ce côté juste, Mmh. et ce côté, quand même bienveillant, par rapport, on va dire, à l'humain en général, c'est extrêmement important. Safia, est-ce que tu dirais bon, on l'a un peu senti dans cet entretien, mais je voudrais que tu nous le précises. Est-ce que tu dirais que tu portes de la révolte en toi? Est-ce que tu pourrais nous définir un peu plus tes révoltes? Alors, je sais pas si je porte de la révolte en moi. Moi j'ai pas grandi, encore une fois, avec, l'impression d'avoir, je le redis, l'impression d'avoir été discriminée, enfin, je veux dire, on met les choses dans leur contexte, hein. Moi, j'ai grandi, dans le 16e arrondissement, j'ai été en école, privée parce que mes parents, avaient voulu ça. Avaient alors c'est encore une fois l'admiration que j'ai pour mes parents parce qu'ils débarquaient quand même dans un pays qui était pas le leur et ils ont eu ce sentiment, ce pressentiment, cette intuition que pour le bien de leurs 2 filles, et ben, c'était mieux de vivre, dans un tout petit studio à 4, dans des beaux quartiers, plutôt que dans un HLM où on aurait tous notre chambre, mais là où finalement la République et l'éducation nationale ne mettent pas tous les moyens. Donc honnêtement, j'ai pas eu le sentiment de, grandir sur un territoire, délaissé et du coup, je porte pas une révolte en moi qui soit vraiment, née, d'un sentiment d'injustice me concernant. En revanche, j'ai peut-être un fond de révolte en moi, mais qui est juste qui je suis, c'est-à-dire, j'ai toujours détesté, hem, l'injustice à l'égard des autres et de qui que ce soit. J'ai, encore une fois, grandi avec, voilà, une famille paternelle, très engagée politiquement au Maroc et notamment, on a des prisonniers politiques du côté de mon père. On a des gens, qui sont morts sous la torture, du côté de mon père et ça, c'est quelque chose en fait, j'ai grandi avec ça. Quand, je pense que l'espèce de côté, révolté, qui refuse de se taire, je l'ai tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on m'a transmis, disant: «Quand tu penses quelque chose, tu le dis». Et puis voilà, il faut être engagé dans la vie, il faut porter ses engagements et il faut en être fier même si, tu risques ta vie pour ça. Et un sujet qu'on a encore peu évoqué dans ces, podcasts, c'est la question aussi de la manière dont est pensé, le monde carcéral et la prison, Mmh. notamment le numéro d'écrou, c'est-à-dire que Mmh. quand on est C'est un enfermé, numéro. on n'a pas son identité, on a un numéro, on devient un Mmh. numéro. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire ton opinion sur la prison, ce que tu y vois et ce qu'elle t'évoque? Alors moi, le regard que je porte sur la prison, c'est un regard de tristesse infinie. Je pense que, il y a quelque chose d'absurde dans le concept même de prison, dans l'idée que, un humain enferme un autre humain, qu'on les enferme, dans des cages. C'est vraiment ça, c'est littéralement ça. Quand on essaye de prendre de la hauteur, la violence du concept de la prison,
c'est d'une tristesse incroyable. Ça veut dire qu'on est une société qui n'a pas réussi à trouver d'autres solutions que l'enfermement dans les cages. Hem, voilà. Maintenant, je suis pas complètement, idiote, je sais bien que, il est extrêmement compliqué de réguler notre société, de canaliser, la délinquance et la criminalité, avec autre chose que, une sanction, et là, il faut lire Foucault évidemment pour ça, mais tout le monde a lu Foucault, et que bien évidemment que la sanction sur le corps, hem, voilà, on est quand même mieux, sur, le type de sanction qu'on a au XXIe siècle que ce qu'on pouvait avoir avant, bien entendu. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment continuer à réfléchir et à repenser ça, sauf que je suis pas convaincue qu'on soit une société qui soit prête à ça. Je crois que ça fait maintenant, des décennies qu'on est assez clair sur le fait que, la société française est une, société, plutôt répressive, et que vraiment il n'y a pas autre chose que la prison qui peut être envisagée comme réponse à la délinquance et à la criminalité. En France, en tout cas. Les pays du Nord sont beaucoup plus évolués que nous sur ce sujet-là. C'est dommage parce que c'est une répression qui joue contre nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien à faire en prison, qui ont des gros potentiels, dans notre société, qui auraient pu faire des choses extraordinaires, qui ont en eux de l'extraordinaire et puis qui seront, comme je le disais tout à l'heure, broyés ou abîmés parce qu'à leurs 16 ans, à leurs 17 ans, à leurs 20 ans, quelque chose se sera passé sur leur parcours de vie et une seconde de leur histoire, deviendra tout le livre finalement de Ouais, de leur histoire. C'est pourquoi je suis assez comme, la manière dont Boris Cyrulnik, le ouais, psychiatre, dit les choses, c'est qu'il faut faire au cas par cas et vraiment analyser le bien sujet sûr. dans son histoire, dans qui il est et ça prend du temps. Donc je pense que Ouais. la justice prend du temps, dans certains domaines et c'est pas forcément ce qu'il faudrait, mais peut-être qu'elle ne peut pas aller plus vite et dans l'analyse de l'être humain, Mmh. dans une réponse appropriée pour que la personne puisse s'en sortir, on n'est pas du tout, du tout, du tout, au point. Et puis même dans la Mmh. question des détails, je te parlais du numéro d'écrou parce que Mmh. personnellement et puis on en parlait avec des collègues, il y a quelque chose de tellement déshumanisant dans le fait de devenir un numéro et parfois c'est aussi dans les détails qu'on trouve une forme d'enfer. Donc je dirais que même par là, il faudrait commencer à repenser un système qui permette que des citoyens parce qu'il y a beaucoup de personnes incarcérées en fait, donc qui Bien sûr. permettent que des citoyens après puissent s'insérer, redevenir soi, se sentir utile pour l'autre et puis Mmh. que la société ne les voit pas comme un danger, mais comme en fait c'est en fait la le monde carcéral, c'est notre question. C'est pas une question, qui doit nous être étrangère. Ça fait partie aussi de nous, parce que ça fait partie de la France. Tout à fait. J'avais participé à la rédaction d'un projet de loi, au Maroc sur, la question de la grâce, du droit de grâce, par le roi. En fait, il n'existe pas de droit de l'aménagement de peine, au Maroc. Il n'y a pas de droit, ça n'existe pas. Et donc on avait rédigé un projet de loi, qui était une espèce de début de droit d'aménagement de peine. Et je me souviens que, en préambule, j'avais rédigé exactement ça, le fait que, il était temps que la soci mais alors, autant vous dire qu'au Maroc, c'est inenvisageable évidemment, mais bon, c'est une espèce de vœu pieux. Se dire que, et ça vaut pour toutes les sociétés, je le pense, que la société doit commencer à accepter, que les détenus font partie de la société à part entière, qu'ils existent à l'intérieur de la société et non pas à l'extérieur et en dehors de la société. Et pour ça, typiquement, moi, je trouve que la réouverture de la santé, fait du bien. On a besoin de prisons aussi dans la ville. Et puis, je pense que la vraie solution, encore une fois, et la vraie problématique et le vrai sujet, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la prison. On ne supprimera jamais les prisons et on ne supprimera jamais la peine de prison comme solution à la délinquance et à la criminalité. En revanche, pour l'instant, c'est extrêmement mal pensé et raisonné parce qu'en fait, c'est une sanction. Or, ce que le code, de procédure pénale, ce que la loi pénale, ce que la pensée, pénale veut à la base, c'est pas uniquement que ça soit une sanction, c'est aussi que ça soit une réinsertion, que la peine de prison soit un processus de réinsertion et aujourd'hui, c'est un échec total à ce niveau-là, vraiment total. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et donc c'est peut-être l'heure aussi, de se regarder en face, que la société française regarde vraiment là où il y a des problématiques et au lieu toujours d'essayer de régler les problématiques en tapant sur l'autre avec un grand A,
Il faudrait finalement assumer que c'est notre problématique et qu'en fait, il faut être je pense, dans une optique de transformation. Mmh. Safia, on arrive aux 3 dernières questions de notre entretien, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur cette question du monde carcéral? Non, je pense que c'est bon. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que ton métier t'a appris sur le monde? Hem, je crois que mon métier m'a appris, l'humilité. Heu, c'est pas forcément sur le monde, mais en tout cas, c'est sur moi. Mon métier m'a appris à être, plus humble. Hem, d'une part parce que le métier d'avocat pénaliste, c'est un métier dans lequel, on prend beaucoup de coups et on arrive avec, si on arrive avec des certitudes, elles sont très, très vite, anéanties, hein. Mais aussi parce que, c'est un métier c'est un univers dans lequel, on est confronté à tellement de misère humaine. Hem, en fait, on est peu de choses et en un quart de seconde, on peut tout perdre, absolument tout perdre. Et du coup, ouais, mon métier m'a appris, l'humilité. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays ou tes pays? Il m'a appris, qu'en réalité, heu, il il y a pas de, comment dire? Il y a pas d'idéal. Heu, je Le fait d'être avocate pénaliste en France m'a amenée à regarder avec, probablement plus d'indulgence, le système marocain. Parce que, la France, elle est bien, bien loin d'être parfaite quand même, hein. On a quand même la démocratie souffre, hem, beaucoup en France, et du coup, ça m'a amenée à ça. Mon métier m'a amenée à me rendre compte. Moi, j'ai commencé, j'avais dit, au début du podcast, j'ai commencé quand même à la base en droit international, j'étais plus amenée à faire des droits de l'homme, et des relations internationales pour défendre les grandes causes de, droits de l'homme bafoués, souvent dans les pays anciennement colonies, hein, on va le dire clairement. Mon parcours de vie m'a amené un peu par hasard à finalement faire du droit pénal en France et là je me suis rendu compte rapidement, qu'en réalité, il y a beaucoup, 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 beaucoup à faire en France aussi parce que la démocratie souffre ici aussi beaucoup. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les êtres humains? Mon métier m'a appris à voir, mais vraiment, vraiment voir et aimer, heu, l'imperfection de l'être humain, la beauté de l'imperfection de l'être humain. Heu, je pense qu'on a tous une part de monstruosité en nous. On a tous de de une part cassée en nous, et en fait, ça, c'est ce qu'il y a de beau. Je trouve que c'est en réalité ce qu'il y a de beau. Ce qui fait que l'être humain, hem, c'est la beauté de la monstruosité. Je sais pas comment le décrire mieux que ça, hem, il y a quelque chose de on lutte en fait, on est une société qui fait tout je pense que naturellement, l'être humain, c'est ce que je disais sur, le regard de méfiance sur l'altérité, sur l'autre. Je pense qu'en fait, naturellement, l'être humain, est pas forcément dans la bonté. Et ce que je trouve beau dans notre société, et notamment dans le droit pénal et dans plein d'autres aspects, en vrai, de notre société, c'est qu'on lutte contre nous-mêmes pour s'améliorer en permanence et quand on comprend ça, on comprend la beauté, en fait, des failles de l'être humain. Merci pour ces mots, Safia, et puis pour ce que tu dis avec une grande justesse. On a tous une part cassée en nous, effectivement, et on a tous à trouver une manière de se réparer. Vraiment un entretien très enrichissant. Donc je te remercie. Et puis Merci à toi. Pour d'autres projets ensemble. À très bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Fanny.